Bonjour les amis. Alors, petite surprise, il n'y a pas de fond cette fois-ci, parce que en fait, c'est une petite capsule informative pour expliquer mon silence depuis mon retour de l'île de la Réunion, où je me rends régulièrement et je préfère en général faire ces déplacements lorsque il fait froid en métropole et que c'est l'été austral là-bas. J'ai eu très chaud, hein, parce qu'en plus, il faut savoir que la surcharge pondérale en chaleur humide, on paye cash. Bien, donc, à mon retour, je m'apprêtais à reprendre un programme assez copieux d'ailleurs, avec des transformations, avec des nouveautés. Et j'ai eu un problème avec YouTube qui m'a supprimé une vidéo et qui m'a puni pendant une semaine avec interdiction, alors sans aucune information, je ne savais pas ce qui m'attendait. Pendant une semaine, impossibilité de publier. Donc, je reprends aujourd'hui ce qui a été mis sur X. Je crois qu'il y a peut-être d'autres plateformes, je ne sais plus. En tout cas, c'était X le principal de ce conflit mondial numéro 92 où on retrouve Maria Zakharova, évidemment, et où on retrouve également l'ami Hervé Carrez. Alors, je fais cette petite capsule initiale pour vous rappeler qu'on a vraiment besoin, et cet épisode le démontre, on a vraiment besoin de soutien algorithmique, je vais dire ça comme ça, et de soutien matériel aussi, parce que il y a des choses qui doivent être transformées, il faut s'équiper, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je veux passer à un changement de niveau, grâce à des logiciels différents. J'ai eu une très mauvaise surprise quand je suis arrivé à l'île de la Réunion. J'avais pris un ordinateur qui devait faire l'affaire et il ne m'a pas été possible de procéder au montage. Donc, ce n'était pas la peine de publier pendant ce mois de janvier. Voilà, soutenez-nous par tous les moyens qui vous apparaissent utiles. Le combat que nous menons est absolument nécessaire dans une situation mondiale particulièrement chaotique, avec une France qui est en dessous de tout, et je pense en particulier à son système médiatique. La réinformation est nécessaire plus que jamais. À bientôt. Bonjour, bonjour les amis, bonjour à tous. Alors, petite surprise, avec une petite vidéo sur le conflit mondial. On fait un petit retour sur la guerre en Ukraine. Euh, Vous avez constaté tous que on avait un petit peu ralenti les interventions, parce que Hervé et moi, on est d'accord sur un point, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de choses originales à dire. Il se passe quelque chose. La Russie a l'avantage, mais faire des interventions pour expliquer que tel village a été pris, etc., c'est pas très intéressant ni très motivant. Ça prend du temps. Je suis pas sûr que ça se règle rapidement et que les négociations qu'on nous annonce soient couronnées de succès, si tant est qu'elles s'enclenchent, parce que les positions russes sont ce qu'elles sont. Donc, mais il y a une question qui tient à cœur d'Hervé. C'est la question des Coréens du Nord à Koursk et sur le front en Ukraine.
C'est une opération de communication qui dure depuis maintenant 3 mois. Et alors, il faut aller suivre Hervé sur X, sur Twitter, parce que de temps en temps, il met des petites communications où disant, mais attendez, de quoi nous parle-t-on? Ça n'est pas possible techniquement. Et il a des arguments. Et il est le seul quasiment à le faire. Et ça me semble plus que convaincant. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire quelque chose maintenant? C'est que ça y est, la CIA et le New York Times ont décidé, j'ai vu ce titre, je l'ai trouvé joli, la CIA et le New York Times ont décidé de retirer les troupes nord-coréennes du front. Bah oui, on nous dit, ah, ils sont rentrés chez eux. Il y en a plein qui sont morts, etc. Donc tout ça fait un grand plaisir aux petits morpions qui occupent le terrain et que bon, que les pro-ukrainiens suivent. Je pense à l'ineffable Titelman, je pense à Cyril Amourski, qui alors vient d'avoir une promotion et qui sont des intervenants sur LCI, qui est quand même le pôle de désinformation et de propagande sur cette guerre depuis le début. Amourski, il est intégré, enfin, il publie désormais des articles dans le Franc-Tireur, le canard de Kretinsky, là, avec Enthoven, avec Caroline Fourest, etc. Effectivement, il a l'air très content, je le comprends, mais tout ça n'est pas très intéressant. Il y en a un nouveau qui vient d'arriver, que l'algorithme propose tout le temps, qui s'appelle Louis Duclos. Alors, je pense qu'il est encore plus nul que les deux autres. Toujours est-il que depuis, je crois, fin octobre, début novembre, on nous a annoncé que dans le cadre des accords qui liaient la Russie et la Corée du Nord, la Corée du Nord avait envoyé une division entière, je crois que c'était ça, sur le front. Et depuis, on nous a régulièrement informés, on a publié des vidéos, tout venant de Kiev, hein, toutes les informations venant de Kiev et étant ensuite euh, malaxées par les médias d'Occident pour nous vendre euh, une hypothèse qui permettait de justifier la poursuite du soutien à une Ukraine qui est quand même en mauvais état. Mon cher Hervé, j'ai été trop long avec cette introduction, je te passe la parole. Où sont les Coréens du Nord? Ouais, donc bonjour à tous. Alors, la prétention de cette vidéo n'est pas d'amener les auditeurs vers des vérités, mais à se poser des questions, hein, et voir de manière rationnelle pourquoi ce que l'on nous présente est assez peu probable. Alors, à titre d'information, j'ai des amis qui ont interrogé l'intelligence artificielle sur ce sujet, et l'intelligence artificielle, qui est un élément qui est de plus en plus probant sur le plan des réflexions, même s'il reste sur des réponses qui sont peu clivantes, en est arrivé à la conclusion que, étant donné que les sources de ces informations venaient essentiellement d'une source d'une origine partiale et non pas impartiale, et que les chiffres avaient beaucoup varié comme les circonstances, en l'état, on ne pouvait pas confirmer qu'il y avait vraiment des troupes nord-coréennes sur le front de course. Alors, quand je dis sur le front de course, c'est-à-dire en première ligne. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir cet éclairage Attends, par Hervé, je oui. t'interromps une seconde. Wikipédia aussi dit non, 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 il n'y a pas de preuve, donc laisse entendre qu'il n'y en a pas. Voilà. De toute façon, ces algorithmes, ces programmes vont chercher des sources et font la synthèse très très rapide pour arriver à des conclusions qui sont toujours équilibrées et les plus rationnelles possibles. Maintenant, pour en revenir à cette affaire, d'abord, elle commence fin octobre, courant octobre, avec deux sources essentielles qui signalent l'engagement de forces nord-coréennes. D'abord, c'était environ 1 millier d'hommes, et ensuite on est passé rapidement à 10 000, voire 12 000 hommes, voire certains articles montaient en prospective jusqu'à 100 000 hommes. Elle venait essentiellement de sources sud-coréennes qui avaient été reprises ensuite par l'Ukraine, c'est-à-dire les services euh, ukrainiens. Donc des sources quand même qui sont très très partiales et qui sont quand même sujettes à caution. Ensuite, quelles sont les preuves qui ont été apportées sur cet engagement? C'était avant tout des preuves assez facilement réfutables, hein, de vidéos troubles. On voyait des fantassins qui montaient en assaut de très loin. Ensuite, quelques photos de soldats morts d'origine asiate. Il faut savoir que dans l'armée russe, il y a énormément de soldats d'origine asiate, hein, qui viennent
de toutes ces régions qui sont sibériennes ou en limite de la Chine. Donc ce n'est pas une affaire ce ne sont pas des preuves à part entière. Donc voilà globalement les quelques éléments que l'on peut avoir au travers de la presse et de ce qui a pu filtrer. Alors, sachant qu'il y a eu quand même une date qui était assez marquée dans cette affaire-là, c'était le dimanche 3 novembre à 10 heures, puisque les 10 000 Nord-Coréens devaient attaquer, et on attend toujours l'attaque de ces 10 000 Nord-Coréens. Alors, au-delà de ces éléments de propagande, il ne faut pas occulter le fait qu'il y a des accords de défense mutuelle entre la Russie et la Corée du Nord qui ont été signés et ratifiés courant novembre 2024 et qui sont applicables. Alors, comment on pourrait... Alors, on va évacuer tout de suite le pourquoi, c'est-à-dire les raisons opérationnelles qui feraient que les Russes auraient besoin des Coréens sur le terrain, notamment à Kursk, notamment sur le plan de l'infanterie, puisque sur le plan de la coordination, l'engagement d'une division, puisque c'est 10 000 hommes qui sont, c'est le chiffre, 10 000 à 12 000 hommes, le chiffre qui est donné en général par la presse, ça correspond à une division. Cela veut dire que cette division aurait occupé un front environ de 10 à 20 km sur la zone de Kursk, qu'elle aurait relevé une division russe, hein, donc l'équivalent, donc ça se fait de manière quand même très très coordonnée, sachant que il n'y a pas d'interopérabilité en l'état entre les forces terrestres coréennes, nord-coréennes et les forces terrestres russes, puisqu'elles n'ont pas assez manœuvré ensemble pour qu'il y ait cette interopérabilité. Ça veut dire qu'une telle force qui s'engagerait sur le front nécessiterait des éléments de coordination qui seraient tellement importants qu'ils seraient peut-être même sujets à des, tout simplement à des défauts de coordination, voire des failles dans lesquelles justement les forces ukrainiennes pourraient en profiter pour engager des actions offensives. Donc sur le plan tactique, c'est un engagement qui serait assez improbable dans la mesure où le résultat serait plutôt difficile à quantifier en termes de plus-value pour les forces russes. Donc déjà, cet engagement en première ligne d'une division nord-coréenne avec ses matériels spécifiques, sa chaîne logistique spécifique, ses 3 ou 4 postes de commandement de division, postes de commandement de brigade, ses plots logistiques, ces flux logistiques routiers entre la zone de desserrement après un voyage par voie ferrée entre la frontière nord-coréenne et la zone de Kursk, ça n'aurait pas pu passer inaperçu de la part du renseignement, tout simplement, du champ de bataille, que ce soit par les drones ou alors par les satellites, pendant le déplacement entre la Corée du Nord et la zone de Kursk. Pourquoi? Parce que globalement, une division qui se déplace comme ça pour être engagée, ça fait 2 ou 3 trains par régiment. Hein, donc ça fait une douzaine de régiments, tout type confondu, que ce soit blindé, infanterie mécanisée ou artillerie. Et ces trains, lorsqu'ils se déplacent, ce n'est pas uniquement des trains de matériel, il y a également des trains avec des wagons voyageurs pour amener les troupes, puisqu'il faut que lorsque les matériels arrivent sur la zone de desserrement, ils puissent être débarqués pour aller vers les zones de déploiement de chaque unité. Donc c'est quand même une opération très très complexe qui ne peut pas passer inaperçue, d'autant que, puisque en supposant que cette division a été engagée depuis novembre 2024 et retiré dernièrement, fin janvier. Cela veut dire qu'étant donné qu'il y aurait eu des pertes, ce qui est logique, et matériel et humain, il y aurait eu des flux logistiques également qui seraient poursuivis entre la Corée du Nord et la zone de Kursk. Donc un mouvement logistique qui est très très important et qui pourrait être comparable, toute proportion gardée, à l'engagement de la division de Daguet pendant la guerre du Golfe en 1991. Puisqu'on est sur des effectifs qui sont à peu près similaires. Et rappelons-nous du flux logistique et de la complexité logistique que ça a engagé euh, entre la France et la zone désertique du Koweït, même si les flux logistiques passaient par des voies maritimes, bien là, imaginons que ces flux logistiques passent par de la voie ferrée, donc c'est encore plus d'ailleurs complexe. Hein. Donc une hypothèse quand même qui est assez peu probable et assez peu rationnelle. Maintenant, imaginez qu'il n'y a pas de Nord-Coréens en appui technique
des Attends, armes. Hervé, Oui, je ouais. t'interromps pour poser une question. Alors, ce que tu nous dis, si je comprends bien, tu nous dis, compte tenu de l'absence d'interopérabilité, ce ne serait pas une mesure utile. Il n'y aurait pas un plus apporté par cette division nord-coréenne qui a des armes différentes que ce que tu m'avais expliqué. Donc ça, c'est premièrement peu probable parce que quel intérêt, quoi, hein. Mais quel Deuxièmement, intérêt? Alors, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai fait, euh, j'ai fait appel à l'engagement de la division Daguet. Il faut se rappeler que lorsque la division Daguet est engagée en 1991 dans le cadre de l'opération au Koweït, eh bien, il y a très peu d'interopérabilité entre les forces américaines et les forces françaises. Et ce qui fait que sur le plan de la coordination, ça pose énormément de problèmes aux Américains. D'ailleurs, ils renforcent la division avec une brigade américaine. Et étant donné qu'ils ont quand même des problèmes de coordination qui constatent que la division est relativement légère par rapport à leurs forces, à eux, ils lui donnent une mission de flanc-garde. Donc, évidemment, comparaison n'est pas raison, mais ce que l'on peut constater, c'est que une unité importante de l'ordre de la dizaine de milliers d'hommes, un niveau de division légère, qui est engagée dans un dispositif qui a l'habitude de travailler de manière coordonnée et qui s'entraîne qui s'entraîne de cette manière-là et qui fait la guerre depuis plus de 2 ans sur la zone de Kursk et sur le front, enfin sur le front ukrainien, puisque la zone de Kursk c'est récent, sur le front ukrainien, eh bien cela pose énormément de problèmes de coordination. alors, le 91, c'est une coalition dans une crise mondiale très importante et avec la volonté de la France et de François Mitterrand qui l'a présidé, que la France soit présente. Donc c'est pas une force symbolique qui a été envoyée. C'était pas possible. Il fallait que ce soit quelque chose de conséquent, mais ça n'a pas été simple. Ma deuxième question, quand tu dis, tu décris toutes les mesures logistiques qui auraient été à prendre euh, l'hypersurveillance du front aujourd'hui, y compris avec bah, les drones bien sûr, y compris les satellites, euh, si j'ai bien compris, on nous a rien produit de significatif de ce point de vue-là. Alors qu'il y avait un besoin pour la Non, propagande, il n'y a non, pas de photos, il n'y a pas de vidéos, il n'y a pas de photos satellites qui auraient montré ces déploiements. non, non seulement les déploiements n'ont pas été montrés, donc ensuite il n'y a pas eu de matériel spécifique de type nord-coréen qui ont été filmés sur le spécifique de type nord-coréen qui ont été filmés ou pris en photo sur le front de Kursk. Et les quelques soldats qui sont supposés comme étant nord-coréens sont entièrement équipés à la russe. Donc, et ont des papiers d'ailleurs, des papiers militaires russes. Alors après, on peut gloser ou imaginer qu'ils ont été rhabillés par les Russes et puis qu'on leur a donné des papiers russes. Enfin bon, bref. Alors, tout ça n'est pas très cohérent avec le volume qui est annoncé de 10 000. Hein, parce que 10 000, on ne fait pas quelques prisonniers. En fait, on arrive toujours à capturer au moins quelques dizaines de prisonniers. Et chaque fois, de manière très curieuse, où les prisonniers sont morts de leurs blessures, ou après on en a plus parlé, hein, comme les deux derniers prisonniers qui avaient été interrogés par le SBU. Enfin, tout cela sent fortement la manipulation de l'information, ce qui est normal, hein, puisqu'on on est en situation de guerre. Ce qui est regrettable, c'est que derrière ces informations qui sont facilement réfutables ou qui posent question, il n'y ait pas des personnes qui ont accès aux médias, et notamment des experts militaires, qui se posent ce type de questions. Parce que ce que je dis là, en fait, pour eux, c'est une évidence, ils le savent très bien. Hein. Alors ça, important, c'est-à-dire que dans ceux qui se prononcent sur les plateaux, je pense aux gradés, le problème, je regarde peu hein, ces télévisions, ces chaînes d'infos, mais je ne sais pas s'il y en a qui se sont prononcés là-dessus et qui ont affirmé que Yakovlev en serait capable, mais lui, il est capable de dire tout à fait n'importe quoi. Mais tu nous dis ils peuvent pas ne pas le savoir que c'est bidon. Bah, bien sûr, parce que tous ces militaires-là qui ont un âge un petit peu avancé comme le mien, qui ont entre
la cinquantaine et la soixantaine, comme moi, ils ont participé dans les années 80 aux manœuvres de division à l'époque où il y avait le corps blindé mécanisé qui justement était organisé pour faire face aux forces du pacte de Varsovie. Et deux fois par an, on faisait une manœuvre de division. Et une manœuvre de division, que ce soit la manœuvre d'hiver ou la manœuvre d'été, c'était des déploiements qui étaient énormes. Et les divisions à l'époque dans les années 80 correspondaient un petit peu à ces effectifs. On était entre 12 000 et 15 000 hommes sur une division française du corps blindé mécanisé. Donc, c'était des dizaines de trains qui partaient avec, par régiment, un régiment d'infanterie mécanisée, donc un régiment d'infanterie mécanisée avec ses compagnies blindées et sa compagnie blindée ensuite, et puis ses compagnies mécanisées avec l'équipe de combat d'infanterie. C'était deux à trois trains de matériel qui partaient vers la zone de desserrement. C'est-à-dire que lorsqu'on arrivait en zone de desserrement, après avoir embarqué les trains, sur les trains, les engins et puis les équipages, hein, on arrivait sur une zone où on se déployait, c'est-à-dire on descendait en fait les équipages. Ensuite, par voie routière, on allait vers la zone d'engagement ou la zone de manœuvre. Et donc tout ça, ça demande une énorme coordination. Et là, il faut imaginer que cette division, lorsqu'elle arrive sur le front, elle n'arrive pas sur un endroit qui est vide sur le front. Forcément, elle va faire la relève d'une unité russe. Hein. Donc, faire la relève d'une unité russe d'environ 10 000 hommes, on va dire. Imaginons que c'est l'équivalent d'une brigade ou de deux brigades russes ou d'une petite division russe. Eh bien, ça demande de la coordination, c'est extrêmement complexe. Et au moment où il y a justement cette relève, alors que les Russes sont en difficulté quand même au départ, avant qu'ils rétablissent la situation, au moment où cette relève est effectuée entre une unité nord-coréenne et une unité russe, qui n'ont pas la même langue, en imaginant même qu'il y ait quelques locuteurs russes ou quelques locuteurs coréens qui soient capables de parler les langues des deux pays alliés, c'est extrêmement compliqué. Et c'est justement un moment de fragilité qui pourrait profiter aux forces ukrainiennes pour justement enfoncer le front à ce moment-là. Alors, bon, tu l'as dit, je le dis aussi, les Ukrainiens se battent, ils ont leur propagande de guerre, c'est normal qu'ils s'en servent. Ce qui est déplorable, c'est que les médias français, c'est ceux qui m'intéressent, reprennent ça, n'ont plus qu'une seule source, c'est-à-dire que c'est une défaillance professionnelle et morale des journalistes français qui est tout à fait considérable, sans compter les experts militaires de plateau. Alors, quand je t'ai interrompu pour mes questions tout à l'heure, tu venais sur le terrain des coopérations possibles qui pouvaient amener à des présences nord-coréennes sur le front. Ouais. Parce que, en fait, cette division nord-coréenne sur le front, c'est assez peu improbable pour les raisons que je viens d'évoquer maintenant. Ça serait même contre-productif. Par contre, il est clair qu'il y a des accords de défense mutuelle qui ont été signés entre la Corée du Nord et la Russie et que l'on sait qu'il y a des matériels nord-coréens, notamment en matière d'artillerie longue portée, de missiles balistiques et même de missiles anti-chars, qui ont fait partie de cet accord et qui ont été livrés ou qui sont toujours en cours de livraison aux Russes, avec également tous ces lots de munitions importants. On parle de millions d'obus, je crois que les dernières informations que j'ai lues, c'était 8 millions d'obus et de roquettes qui ont été livrés par les Nord-Coréens à la Russie. Donc, ces matériels ne sont pas connus des Russes. À partir du moment où ces matériels ne sont pas connus des Russes, et que très probablement sur les tableaux de bord de ces matériels, c'est écrit en coréen, donc sachant qu'il y a déjà un problème de langue, il est évident que les Russes, s'ils veulent s'en servir, ils ont deux situations. Soit ces matériels sont accompagnés par les équipages nord-coréens, notamment l'artillerie longue portée, qui va permettre peut-être de la mettre en œuvre rapidement, mais en même temps d'acculturer les Russes au fonctionnement de ces matériels. Soit il y a des techniciens qui accompagnent ces matériels pour entraîner les Russes à leur utilisation. Et par contre, je parlais d'information. Ce que l'on sait et qui a été photographié et filmé, notamment dans des villes comme Krasnoyarsk, hein, ce sont des trains avec des matériels d'artillerie nord-coréens, notamment des obusiers de 170 mm, qui sont filmés et qui passent. On les voit, ils passent sur les plateaux. Alors, c'est uniquement des matériels, hein, on ne voit pas de wagons voyageurs qui les accompagnent. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas été filmés parce que c'est peut-être moins intéressant.
Mais les seules preuves que l'on a entre de mouvements de matériel nord-coréen entre la frontière nord-coréenne et puis la Russie, je dis bien la Russie, parce que reste à prouver qu'ils aient été jusqu'à Kursk, ces matériels bien sûr, ce sont des matériels d'artillerie. Ce qui laisse entendre qu'il y a obligatoirement des techniciens et des militaires nord-coréens pour accompagner ces matériels, soit pour les utiliser de manière sporadique avant que les Russes soient en mesure de les utiliser eux-mêmes, soit pour acculturer les artilleurs russes à l'utilisation de ces matériels. Ce qui ne veut pas dire que ces matériels sont en action, ces matériels d'artillerie sur le front. Hein. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des missiles balistiques nord-coréens qui ont déjà été utilisés, hein, sur des frappes dans la profondeur, ce qui veut dire que là, de manière incontournable, il y a forcément des techniciens nord-coréens qui sont présents pour acculturer les Russes à l'utilisation et les aider à utiliser ces matériels. Mais pour ce qui concerne l'artillerie, on ne sait pas si ces matériels d'artillerie sont utilisés sur le front. Peut-être qu'ils sont utilisés, peut-être qu'ils ne sont pas utilisés, peut-être que les Russes sont en train d'être acculturés à l'utilisation de ces matériels pour les utiliser peut-être courant 2025 sur une phase offensive sur certaines parties du front. Alors, je voudrais te poser une question. C'est très clair, hein, et j'invite à nouveau nos auditeurs à s'abonner à ton compte Twitter, parce que tu martèles ça depuis 3 mois en disant, mais attendez, ça marche pas, votre hypothèse. Alors, là, la nouveauté, et ce qui m'a amené à te proposer de faire une intervention, c'est que la phrase de je ne sais plus quel journal que j'ai vu ce matin sur les agglomérateurs, New York Times et CIA retirent les Nord-Coréens du front. Pourquoi est-ce que cette opération de propagande, dont la contrepartie était évidemment de justifier la poursuite du soutien américain et du soutien européen, sachant que le soutien américain, il était garanti jusqu'au 20 janvier, date de la prise de fonction de Donald Trump. Euh, Qu'est-ce qui amène aujourd'hui, d'après toi, à ce que cette opération, on s'en débarrasse? C'est-à-dire que on nous annonce qu'ils ont été retirés, qu'ils sont rentrés chez eux, qu'il y en a plein qui sont morts, ça c'est pas très intéressant, mais exit le corps expéditionnaire nord-coréen. Pourquoi? Dans la Alors propagande. d'abord pour le pourquoi de cette information au départ. Alors que je pense que très honnêtement, on aurait pu mettre en avant les explications qui sont plausibles que je viens d'évoquer pardon, sur l'utilisation d'une artillerie de type nord-coréen sur le front ou en préparation de cette utilisation-là. Parce qu'il fallait à ce moment-là justifier de l'emploi des armes américaines sur le territoire russe historique. Ça, c'était un premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'était de conduire, et c'est logique, puisque les Ukrainiens étaient en difficulté, sont toujours en difficulté, à une internalisation du conflit, mais avec un appui, un engagement croissant des Occidentaux, c'est-à-dire des Américains, mais surtout des Européens. Et les Ukrainiens le savent très bien, c'est le maillon faible, c'est le maillon faible, oui, puisque les dirigeants européens sont un petit peu sur des réactions de type émotive et presque sont en l'absence de vision stratégique de leurs intérêts. En fait, ils ont épousé la vision stratégique des intérêts américains et bien sûr des intérêts stratégiques de l'Ukraine, ce qui, quand on réfléchit, ne converge pas forcément avec les intérêts stratégiques de l'Europe. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce qui veut dire que c'était une manœuvre, une manipulation informationnelle dans le but de pousser les Européens. Et on a vu que certains gouvernements européens, à cette annonce-là, ont cherché à aller plus avant dans l'engagement auprès de l'Ukraine. C'était beaucoup de gesticulation, mais en tous les cas, le but était celui-là. C'était de ferrer un petit peu les Américains et surtout les Européens dans un engagement plus avant au profit de l'Ukraine. Donc, ce que tu es en train de nous dire, parce que oui, j'aurais dû commencer par là, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette opération nord-coréenne de propagande? Tu nous dis, c'est pas, enfin, c'est moi qui le reformule, c'est pas pour faire plaisir à Titelman ou à Mourski, c'est de la part des gouvernements américains, bien sûr, et européens, les plus en flèche, dont la France, c'est une opération de propagande qui a été relayée pour justifier
la mise en œuvre d'une stratégie particulière. Donc, ce qui veut dire, on se fout de nous, tout simplement. Oui, en fait, bon, on cherche, comme on est en démocratie, on cherche à avoir un assentiment de la population, de la population. Mais maintenant, si on interroge les gens euh, qui suivent simplement les informations quotidiennes, ils sont convaincus qu'il y a des Nord-Coréens sur le front de course. Moi, dans ma famille, il y a des gens qui sont convaincus qu'il y a des Nord-Coréens sur le front de course. Donc, ça a marché sur le plan de Oui, mais l'information. alors justement, c'est une question importante parce que quand toutes les études d'opinion montrent que les Français, majoritairement, sont plutôt favorables à l'Ukraine. Ils considèrent que l'agresseur, c'est la Russie. Alors, il y a la propagande, le fait d'avoir martelé ça. Mais bon, c'est une donnée. En revanche, si on leur dit, est-ce qu'il faut s'engager plus? Là, à 80%, ils disent pas question. Donc, et c'est un Ouais, petit peu mais pour forcer ça, donc, ce que tu nous dis, qu'il y a eu cette non, opération. non, parce que je pense que les gens ont compris que la France n'était pas directement menacée militairement par ce conflit. Même les Polonais ne considèrent pas qu'ils sont en État menacés directement par ce conflit. Les seuls qui considèrent qu'ils sont menacés sont les Pays-Bas, en l'État, quand Non, mais c'était un non, ce que je voulais dire, c'est que cette opération, elle a eu lieu parce que chez nous, la dimension morale et déontologique de la presse et la presse mainstream est totalement au ras du sol, mais simplement la façon dont ça a été utilisé par les dirigeants européens, c'était pour permettre de justifier un engagement effectivement plus important que, semble-t-il, les opinions publiques. Et on le voit en Allemagne, même en Pologne, tu viens de le dire, sont assez réticentes sont d'accord pour soutenir l'Ukraine, mais réticentes pour plus s'engager. Alors, sur les raisons maintenant du retrait des troupes nord-coréennes du front. Est-ce qu'il y a un lien, puisque en fait les États-Unis ont sifflé la fin de partie, hein, avec, quand je dis CIA et New York Times, c'est impressionnant. Je veux dire, il faut aller lire les articles. Est-ce que c'est lié à la stratégie de Trump pour essayer de s'en sortir, de se Bon, sortir d'abord, de ce guépier? ouais, d'abord, il y a eu un changement d'administration, donc on voit que les Oui. stratégies sont quand même différentes et que cette manipulation informationnelle avait pour but de, de justifier les frappes dans la profondeur du territoire, sur le territoire historique russe, et que là, on est sur un changement de stratégie sur ce conflit de la part de la nouvelle administration. Donc, cette information n'a plus de raison d'être. Mais je voudrais revenir quand même sur le retrait des forces nord-coréennes. Alors, le retrait tel qu'il a des forces nord-coréennes, c'est-à-dire les 10 000 Nord-Coréens, les 10 à 12 000 Nord-Coréens, c'est-à-dire la division nord-coréenne qui était engagée sur le front de Kursk, de la manière dont il est décrit. Alors, comme je l'ai dit, c'est que la division nord-coréenne, lorsqu'elle arrive sur le front de Kursk en novembre, il faut qu'elle relève une unité russe. Donc, c'est une opération complexe. Mais cela veut dire également que lorsqu'elle se retire du front, il faut qu'elle soit relevée par une unité russe. Donc, c'est également une fragilité, hein, et une complexité, une fragilité qui peut être utilisée par les forces ukrainiennes pour à ce moment-là. C'est toujours un moment de fragilité, les relèves. On l'a vu d'ailleurs lors des avancées russes, hein, puisque bien des avancées russes ont été réalisées au moment où il y avait des relèves du côté ukrainien. Donc là, c'est des relèves de niveau bataillon, de niveau brigade. Là, c'est une relève de niveau division. Donc vraiment une fragilité importante. Cela veut dire qu'une fois qu'elle est relevée, en imaginant qu'elle était relevée, il faut qu'elle soit mise à l'arrière. Donc mise à l'arrière dans des cantonnements à l'arrière. Donc c'est environ toujours 10 000 Nord-Coréens. Imaginons qu'ils aient des pertes. On est toujours quand même sur un effectif qui est quand même assez important avec leur matériel spécifique et leur zone de repos à l'arrière. Donc cette zone de repos à l'arrière, elle ne peut pas être invisible. Ce que l'on voit depuis cette affaire, c'est que ces Nord-Coréens, ces 10 000 Nord-Coréens, sont particulièrement adroits en matière de camouflage et d'invisibilité, puisqu'on n'arrive pas du tout à les repérer. Hein. Et même, il n'y a pas de frappe ukrainienne sur les postes de commandement de ces forces nord-coréennes. Donc, ou les plots logistiques de ces forces nord-coréennes, puisque c'est un des objectifs d'ailleurs des frappes de missiles dans la profondeur, notamment avec les attaques MS des forces ukrainiennes. Donc, très honnêtement, c'est une information qui, depuis le début, est plus que sujette à caution. Et lorsqu'on l'analyse avec des éléments techniques, logistiques,
technique, tactique et logistique, aussi bien sur l'engagement que sur le retrait, bien tout militaire sérieux qui est honnête devrait se poser les mêmes questions que je me pose. Alors, tu viens d'apporter une nouvelle précision. Tu as commencé tout à l'heure par nous dire l'arrivée la complexité, et c'est ça qui est très intéressant de t'entendre, c'est que, en fait, quand on vient dire, ah, il y a des Coréens, ou sur d'autres sujets d'ailleurs, on omet à chaque fois d'expliquer en quoi ça consiste. Hein, et c'est ce que tu fais depuis le début sur cette affaire, sur d'autres bien sûr, mais tu nous dis l'arrivée d'une division euh, nord-coréenne sur le front euh, n'a probablement pas eu lieu, c'est plus affirmatif, dirais-je, n'a pas eu lieu parce que on aurait vu, parce qu'il aurait fallu faire un certain nombre de choses, etc. Et tu nous dis également, le retrait, c'est la même chose. On aurait dû le voir et on ne l'a pas vu. Il n'y a aucun signe, aucun indice, aucun paramètre qui est établi. Donc, c'est un événement qui n'a pas eu lieu dans sa totalité, hein, arrivée sur le front et retrait du front. Alors, ce que je disais, moi, je remercie euh, Hervé de toutes ces précisions extrêmement précieuses, justement sur ce qu'il y a derrière les choses. On a une surface, une superficialité de cette information avec un système qui donne peu d'explications sur la façon dont ça fonctionne. Je pense par exemple à toutes les questions avec l'arrivée de Trump sur l'industrie militaire, etc., ce sont des questions qui sont très complexes, et y compris que tu nous avais déjà expliqué que le 11 septembre 2001, la guerre contre le terrorisme avait amené des orientations concernant le complexe militaro-industriel, la production de matériel militaire américain pour l'export, etc., qu'il est probablement nécessaire aujourd'hui de reconsidérer. Or, ça ne se fait pas en 5 minutes non plus. Il faut des chaînes d'approvisionnement, il faut des chaînes industrielles, il faut des compétences, il faut les ingénieurs qui le permettent. C'est la raison pour laquelle moi je pense que si quand la guerre civile a commencé en Ukraine en 2014 après Maïdan, je pense que si les Russes se sont contentés entre guillemets de la Crimée, c'est qu'ils n'étaient pas prêts. On a beaucoup reproché à Poutine de ne pas être intervenu plus tôt en Russie. Ils n'étaient pas prêts. Il a fallu reconstituer et se donner les moyens de réaliser ce qu'ils ont réalisé en février 2022. Bien, Je voudrais mon cher. apporter une précision quand même. C'est que j'ai parlé de l'artillerie, donc ce qui est concevable et quasiment incontournable dans l'engagement nord-coréen au profit des Russes, c'est l'appui technique au matériel qu'ils ont livré aux Russes. Hein, que ce soit l'artillerie, que ce soit les missiles anti-chars et que ce soit les missiles balistiques. Mon Ce cher qui Hervé, est très probable, oui, attends, ce qui est très vas-y, probable, vas-y. c'est qu'il y ait également des officiers observateurs de ce conflit, des officiers nord-coréens qui soient sur le front pour observer comment cela se passe, puisque c'est quand même hein, le retour de la guerre de haute intensité en Europe, et également, on en parle moins, des officiers chinois. C'est fort probable. Et enfin, ce qui est concevable également, et qui pourrait être en première ligne, il se pourrait qu'il y ait une unité de force spéciale nord-coréenne qui ait été engagée. Je dis bien, c'est concevable, je ne dis pas que ça a été fait. Alors quand je dis une unité de force spéciale, c'est une centaine d'hommes ou 200 hommes engagés sur un objectif très spécifique comme la prise d'un point particulier du terrain ou d'un hameau, parce que l'engagement d'une petite force comme ça, de quelques centaines d'hommes et d'infanterie légère, ça pose moins de problèmes de coordination et c'est facilement intégrable à un dispositif russe qu'une force de 10 000 hommes. Et ça ne pose pas les problèmes de relève que je viens d'exposer, qui sont des problèmes cruciaux et de fragilité. On le voit très bien, de toute façon, chaque fois, mais la plupart du temps, lorsque les Russes ont avancé sur le front ukrainien, ça a été lors des relèves des unités ukrainiennes et qui parlent le même, qui sont, qui se connaissent et qui parlent la même langue. Imaginons 10 000 hommes qui relèvent 10 000 Russes, 10 000 Nord-Coréens, donc une division nord-coréenne
qui relève une unité de même volume russe, c'est un élément de fragilité énorme. Et cette relève, en plus, cet élément de fragilité, depuis novembre, il a eu lieu deux fois. Lors de l'engagement, en octobre-novembre, selon la presse occidentale et selon ceux qui ont divulgué ces informations, et maintenant, elle s'est retirée. Donc, deux éléments de fragilité qui sont en fait sur le plan de l'avantage tactique ou opérationnel, ça n'apporte aucune plus-value aux forces russes. Alors, dans ce que tu viens de dire sur la plausibilité de certaines hypothèses, des forces spéciales et sur des choses précises, sur l'existence d'observateurs nord-coréens et chinois, euh, là aussi, il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces non plus. Hein. Donc, bon, parce que je pense que s'il y en avait eu, bon, même ça, c'est plausible, c'est, comment Mais dire, rationnel de le Mais il n'y a penser, pas mais plus pour de traces l'instant, de la présence. Ouais, mais il n'y a pas plus de traces de la présence des techniciens occidentaux qui sont dans les états-majors alors, c'était ma coréens. deuxième observation, c'est que ce que tu décris là est réciproquement. C'est-à-dire qu'ils y sont, les Occidentaux de l'autre côté, les observateurs. Il y a probablement des forces spéciales, hein, là aussi, de ce côté-là. Donc, ça fait partie du conflit tel qu'il est. Mais l'hypothèse nord-coréenne, donc, elle a désormais vécu et on rentre dans une nouvelle phase qui est celle consécutive à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Mon cher Vécu, Hervé, oui, oui, vécu sur ce format-là, mais je pense qu'elle va revenir parce que, comme je l'ai dit, le sujet de l'artillerie nord-coréenne a longue portée, que ce soit les pièces d'artillerie qui ont été livrées ou alors même les missiles balistiques qui ont été livrés, c'est un sujet qui reste pérenne. oui, mais tu as bien pointé l'utilité de cette opération de communication, que je qualifierais de propagande, hein, par rapport à une stratégie du côté occidental. Aujourd'hui, même remonter des opérations sur la base de ce que les Coréens feraient, des problèmes de matériel, peut-être des forces spéciales, il faudra qu'il y ait une utilité de le monter à nouveau en épingle. Alors peut-être que les Européens, ça va les intéresser dans la situation actuelle où les rapports entre les États-Unis de Donald Trump et l'Union européenne ne sont pas terribles, mais ça change tous les jours. Mon cher Hervé, merci infiniment. Hein. Voilà une belle illustration du rôle de l'expert. C'est-à-dire qu'on a un problème, mais si, oh là là, il va rougir maintenant, il manquerait plus que ça. Hein. Donc, mais non, Non, mais moi, écoute, j'ai eu plein de métiers dans ma vie. Hein. Donc, j'ai eu plein de métiers, j'en ai eu au moins trois. Enfin, je suis dans le troisième, là. Mais à un moment de ma vie, oui, j'ai été dans les forces blindées mécanisées et dans l'infanterie. Et après, j'ai été formé, bien sûr, à l'école de guerre. Mais ce que je veux dire, c'est que tout militaire qui a eu cette expérience des années 80, donc on s'entraînait au combat à haute intensité contre les forces du pacte de Varsovie, et qui ensuite a une formation d'état-major ou qui est passé par l'école de guerre, ne peut pas imaginer cette fable, en fait. C'est pas possible. alors, je suis d'autant plus à l'aise pour saluer ce niveau d'expertise que je vais dire, allez, de mon côté, j'ai quelques compétences en matière juridique et c'est la même chose. Quand il se trouve, ben, par exemple, lorsqu'on va avoir la décision concernant l'inéligibilité éventuelle avec exécution provisoire de Marine Le Pen, je ne sais pas du tout quelle décision va être prise. Je serai amené à fournir des explications et à clarifier certaines données. Ben oui, ça sert à ça. On a des lieux d'énonciation qui sont ceux de notre compétence et l'expertise, c'est ça, plutôt que de faire ce que font les chaînes d'infos qui invitent des gens qui n'y connaissent rien et qui viennent avec comment dire, un autre agenda. Hein. C'est-à-dire que Non. Xavier Titelman, il est pro-ukrainien pour des raisons. Alors, c'est sa vie privée, ça le regarde, mais c'est un militant, c'est pas un expert, il y connaît que dalle. Bon, Mais par contre, sur les plateaux, il y a des gens qui ont ce savoir et qui, pour différentes raisons, préfèrent se taire. oui, ça,
C'est c'est sûr. Bon, mon cher Hervé, donc voilà, on a fait. Ah, pourquoi est-ce que si ça y est, ça va. euh, on va dire au revoir à nos spectateurs et puis et encore une fois te remercier pour cette illustration. À bientôt. Au revoir.